Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission en réplique. Nous recevons aujourd'hui monsieur Augustin Kikoukama. Il est président de M17 et c'est avec lui que nous débattons aujourd'hui l'actualité politique, bien sûr, en République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, on parle M17, un parti politique de l'opposition, de la majorité présidentielle. Vous parlez du centre. Vous êtes un parti centriste. Pourquoi centriste? Parce qu'on parle de mouvement du 17 mai. Bon, moi, je crois que le problème de centrisme est dit, et nous l'avons toujours dit, que nous ne sommes pas de la majorité présidentielle, étant donné que nous reprochons tout un tas de nombre de la gestion du pays à cette majorité qui ne gère pas bien selon notre entendement. Et nous avons compris que c'est eux qui gèrent le pays. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, donc vous ne pouvez pas vous associer avec eux, il va de soi que vous vous mettiez de côté. De l'autre côté, de l'opposition, nous avons toujours dit qu'il y a cette inconstance politique. Et je ne diabolise pas les uns ou sanctifier les autres. Nous avons préféré rester au centre. Et ça fait depuis longtemps que nous disons toujours que nous sommes au centre. Et nous avons eu à ne pas participer à beaucoup de négociations politiques, en commençant par les concertations du Palais du Peuple, en passant par les négociations à la Cité de l'Union africaine et les dernières négociations dirigées par la CENCO. Mais pourquoi? Donc nous avons vu que ces négociations ne concernaient que des groupes politiques. Et ces deux groupes politiques, Opposition, majorité, opposition et majorité, il n'y avait pas de centristes. De toute façon, c'est ça. Aujourd'hui, les négociations sont consacrées dans le cas de la bipolarisation. Et nous, on n'est pas dans ce cas de la bipolarisation. Ça, c'est vraiment notre opinion et nous sommes aujourd'hui heureux que les gens commencent à vouloir s'identifier au centrisme. Nous ne disons pas que nous avons cette monopole du centrisme. Non, c'est-à-dire vous, les pionniers. Nous sommes les pionniers, il est vrai, et c'est vérifiable. C'est vérifiable, les archives sont là et démontrent que nous avons toujours dit que les deux groupes n'ont jamais proposé de bonnes solutions pour sortir le pays de la crise actuelle. Mais c'est M17 qui a amené les régimes actuels, monsieur Augustin. Lorsqu'on parle de M17, mouvement du 17 mai, le 17 mai c'est l'entrée de la FDL. Vous aussi, vous étiez avec la FDL. Vous êtes venu libérer, entre guillemets, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est les régimes qui dirigent. Bon, quand tu dis entre guillemets, je ne suis pas d'accord avec toi. Les gens ont senti un changement radical à l'arrivée des musées au pouvoir. Je crois que vous pouvez faire promener les micro-baladeurs, ils vous diront qu'il y a eu un changement réel attendu par notre peuple. Maintenant, nous avons toujours dit au M17, c'est comme dans les cas de l'immobilisme, hein, nous n'avons pas les monopoles du kabylisme, mais les actes et les comportements que nous posons, nous les dirigeants du M17, détermineront qui sont dans la lignée politique de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est ça ce qui est plus important pour nous. C'est aussi dans les cadres, dans les années 60, beaucoup déjà s'appelaient le mouviste, mais la finalité, on a vu que Mzee avait tenu bon jusqu'à arriver et arracher les pouvoirs qui avaient été dans les années 60 arrachés aux nationalistes de l'époque au profit des forces néocolonialistes. Donc, nous ne disons pas que nous détenons le monopole des muséistes. Nous disons, nous faisons un effort d'être sur les pas des musées. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez à ce gouvernement actuel? Parce que normalement, c'est les kabylismes qui continuent à gérer. Vous êtes des kabylistes et vous pourriez continuer avec son fils. Oui, je suis kabyliste, ça je n'ai jamais nié. Mais pourquoi vous ne travaillez pas avec son fils? C'est qu'aujourd'hui, c'est que tu ne vois pas.
Depuis que le M17 est créé, nous ne cessons de dénoncer les anti-valeurs qui sont revenus avec une force incroyable. Les mêmes anti-valeurs que nous a combattu contre Mobutu. Il y a la corruption, l'impunité au sommet de l'État, ainsi de suite. Je ne suis pas là pour donner des leçons de morale. Donc, c'est-à-dire les kabylismes. Ce sont des faits que nous dénonçons. Le kabylisme n'a pas mis fin à ce qu'on décrit à l'époque de Mobutu. Non, à l'époque de Mouzé, et je crois que tout le monde est témoin qu'à l'époque de Mouzé, qui que vous soyez, moindre détournement des fonds publics de l'État, vous vous trouviez en prison. Donc, vous voulez dire que l'idéologie de Mouzé, Laurent Désiré Kabila et de son fils Joseph Kabila ne sont pas, je n'ai pas la même. Je ne suis pas les juges. C'est la population qui apprécie. Si le président de la République est sous les pas de Mouzé, c'est pas moi de lui qui n'est pas sous les pas ou pas. Moi, mais votre analyse, votre analyse. J'ai toujours dit que les anti-valeurs sont revenus en force. Et lui-même, le président de la République, dans un de ses discours où il avait adressé au Parlement réuni en Congrès, oui, il a reconnu le fait parce qu'il disait que les portes de la prison seront grandement ouvertes à tous les détourneurs. Mais curieusement, nous constatons que les portes de la prison ont été grandement ouvertes à l'opposition commandataire de l'État. Et pourtant, chaque jour, on lit dans la presse les détournements, la corruption, des habits, qui a eu ceci. Alors, ce n'est pas à nous. Nous les constatons, nous les dénonçons. Maintenant, il n'appartient pas à moi, Kikoukama, de dire que Kabila n'est pas sous les pas de Mouzé, mais encore que Joseph Kabila n'est pas Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc, ce sont les deux administrations différentes. On peut parler aussi des deux kabylismes. Je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas les thermomètres du kabylisme. Mais vous êtes kabyliste. Moi, je suis kabyliste. Je pense, je conçois de ma manière le kabylisme. Peut-être lui aussi conçoit de sa manière le kabylisme. Et donc, c'est le résultat. On a vécu Mouzé pendant 3 ans. Ouais. Je crois que pendant les 3 ans, la population a eu une idée de la gestion des musées, de la chose publique. Nous sommes avec Kabila plus de 10 ans. La population a une idée de la gestion de Joseph Kabila et de la chose publique. Ouais. Voilà. Ce n'est pas à moi de commencer à dire tel n'est pas kabyliste. Moi, je suis qui? Vous êtes libre de faire votre analyse. Que les camarades ont élevé au rang du secrétaire général du parti comme responsable numéro 1 de ce parti. Ces mêmes camarades, s'ils pensent que je me suis écarté de la ligne de Mouzé parce que c'était ça notre ligne de conduite. Comment pérenniser la pensée politique de Mouzé, comment rendre cet espoir que Mouzé a suscité dans l'opinion ici. Ça veut dire que les peuples congolais commençaient à croire en eux-mêmes, que même sans l'intervention de la communauté internationale, on pouvait quand même faire quelque chose ici. Ça veut dire que les peuples commençaient à croire à eux-mêmes, que les peuples commençaient à croire au Congo, que les peuples commençaient à faire confiance à ses dirigeants. Donc, ça, nous les avons vécu, vous et moi. Aujourd'hui, Mouzé a fait par exemple les réformes monétaires, il n'a pas recouru à une assistance étrangère. Nous avons trouvé les moyens ici pour faire sortir le franc congolais. Donc, je ne suis pas là, j'ai toujours dit, les bilans de quelqu'un, on les compare par rapport à quelqu'un d'autre. Les bilans de Mouzé doivent être comparés par rapport à Mobutu, parce qu'il a succédé à Mobutu. Les bilans du président Joseph Kabila doivent être comparés aussi par rapport à Mouzé. Et à ce moment-là, vous tirez vous-même les conclusions. Est-ce que le bilan est positif? Est-ce que le bilan est négatif? Vous n'avez pas un point de vue là à émettre? Le point de vue à émettre, ça va être au moment où on va réunir le bureau politique et les congrès du parti. Nous allons amender les chartes du parti et faire un programme de gouvernabilité du pays pour aller aux élections. Ça, c'est le parti qui va le faire. Ce n'est pas M. Kikoukama qui devra le faire. Et le parti a déjà déployé beaucoup de gens à l'intérieur. On est en train d'écouter. La différence entre nous et les autres, nous ne faisons pas de la politique. Nous élaborons la politique. C'est-à-dire? Ça veut dire, nous écoutons ce que la base dit
nous amenons la volonté de la base vers le sommet. Ce n'est pas la volonté du sommet vers la base. C'est ça la différence entre nous et certaines formations politiques. Je ne dis pas que nous sommes les seuls à le faire, mais je dis, au M17, nous écoutons la base. Et beaucoup de nos candidats des élections précédentes ont toujours été élus par leur comité. Ça veut dire, nous, on ne fait que centraliser la volonté et canaliser cette volonté-là pour que ça soit une réalité et pour que les peuples vivent les réformes qu'eux-mêmes veulent. Maintenant, qu'eux-mêmes veulent, pardon. Et maintenant, les autres qui font de la politique, c'est la volonté des cadres, par exemple de leur comité national, de leur bureau politique, qui se réunissent et qui définissent une ligne de conduite. Nous, ce n'est pas de la même manière. Donc, je ne peux pas commencer à dire, voilà, tel est capitaliste, tel ne l'est pas. Non, ce n'est pas, c'est pas ça. Bien. Le plus important, c'est le comportement du dirigeant, c'est la manière dont nous gérons les partis. Est-ce que nous amenons les partis vers la volonté que nous voulons faire de ce Congo? Bien. Alors, aujourd'hui, on entre à la politique. Aujourd'hui, on parle du calendrier électoral qu'a publié la CENI le 5 novembre. Est-ce que le M17 est pour ou contre ce calendrier? Bon, moi, je ne réponds pas aux choix multiples. Ça veut dire pour ou contre. Moi, je dis, depuis longtemps, nous, M17, nous avons toujours dit que nous n'avons jamais accepté un processus d'exclusion. Nous l'avons dit lorsque... Processus d'exclusion, vous faites allusion. Laisse-moi un peu continuer. Allez-y. Nous avons dit, je crois entre fin 2014 ou début 2015, et les journalistes de RFI à l'époque étaient venus réaliser une émission ici, nous leur avons dit, servons-nous de l'expérience sénégalaise. Je l'ai dit toujours que la volonté du peuple doit être respectée. Et j'ai toujours dit que c'est vrai qu'il y a la résurgence des antivaleurs au sommet de l'État, mais il est vrai aussi que depuis que l'armée qui existe aujourd'hui, les services de sécurité qui est là, Monsieur le Président de la République a toujours été aux commandes. Depuis 1996. Et j'ai dit, dans cette mutation-là, tenons compte de cet élément, de la stabilité du pays, de la sécurité du pays. Et alors, allons-y dans des réformes. Nous, M17, nous avons toujours dit, nous préférons aujourd'hui un régime parlementaire qu'un régime semi-présidentiel ou présidentiel. Nous l'avons dit, j'ai réalisé beaucoup d'émissions, nous n'avons jamais été écoutés. Donc, les autres, ils ont leur schéma, et j'ai toujours dit, moi, je suis surpris que certaines formations politiques, qu'en 2005, nous, M17, l'IDPS de Tshisekedi, les PALU de Kizenga, nous n'avons jamais demandé, nous n'avons jamais bâti campagne pour que la constitution actuelle soit acceptée. Oui. Nous avons dit que cette constitution était une volonté des belligérants. Et je suis surpris, c'est ça le problème, c'est comme ça que les gens disent, oh, quoi, mais il n'y a pas la constance dans la lutte politique. À partir du moment qu'un parti politique, vous avez levé une option fondamentale, mais vous devez assumer cette option. Nous l'avons assumé, nous avons participé à ces élections avec comme objectif qu'une fois arrivé, nous devons revenir à la Constitution sur ces fondamentaux, abolir, parce qu'il y a des dispositions aujourd'hui qui énervent la volonté. Le Congo n'a jamais été un État en 1960. Le Congo a été consacré un État depuis la conférence de Berlin. Donc, il y a des choses aujourd'hui que nous, on n'approuve pas. On ne peut pas approuver que dans une constitution, on vous dit que l'État exerce sa souveraineté d'une manière permanente. Alors qu'il y a la loi Bakajika qui vous dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Tout ça, on n'explique pas au peuple congolais la vérité. On politise, on diabolise, on ne veut pas d'une personne. Oui, on ne peut pas faire les réformes d'un État en fonction d'un individu. On fait les réformes en fonction des réalités sociologiques
de tout un peuple et de tout un pays, et de l'historique même de cet État-là, de notre existence comme État. Nous avons été l'État indépendant du Congo avant l'indépendance. Donc, ce sont des réalités pour lesquelles nous avions à l'époque été avec l'IDPS, avec les PALU. Il y a eu des rapports même des missions des Nations Unies qui étaient venues ici, où on demandait qu'il y ait ces dialogues avant les élections. Nous n'avons pas obtenu cela, ce n'était pas pour dire... Avant les élections de 2006. Comme on n'avait pas obtenu cela, que nous devions baisser les bras, nous, M17, on était allés aux élections, nous avons été victimes de la fraude électorale, nous sommes ravis que nous sommes l'unique parti politique aujourd'hui qui est allé jusqu'au bout, jusqu'à faire condamner notre pays par les instances de l'Union africaine pour reconnaître qu'effectivement, les M17 étaient victimes de fraude électorale. Nous avons cette décision-là, que l'État résigne à les faire exécuter, mais ça fait un acquis pour les partis. Si nous comprenons bien, M17 ne soutient pas ces calendriers électoraux, il faudrait refondre l'État. Le M17 dit que le calendrier électoral ne résout pas les problèmes du pays. Les élections ne résolvent pas non plus. Les élections, nous pouvons dire, les bonnes élections peuvent résoudre les problèmes du pays. Et ces bonnes élections, les M17, nous avons donné un cadre. Nous avons donné nos propositions. Nous voulons un régime parlementaire, ça veut dire nous voulons que réellement la démocratie soit permanente. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un président de la République puisse poser des actes de gestion et qui n'ait jamais été responsable de ça devant le Parlement. Donc, nous disons, nous voulons un président de la République qui n'est plus actif, qui règne mais qui ne gouverne pas. Nous voulons un Premier ministre qui assume sa responsabilité de la gestion vis-à-vis des représentants du peuple. Ça a été toujours le vœu du M17. Et nous n'avons jamais été écoutés. Et je vous ai dit que j'ai dit aux amis qui m'écoutent. À l'époque, Olivier Kamitato était venu pour les comptes de la majorité. L'actuel directeur de cabinet adjoint du président de la République était venu pour les comptes de la majorité aussi. Nous avions Vital Kamerhe. Nous avions à l'époque Bruno, qui était Mavungu, qui était le secrétaire général de l'IDPS, et Martin Fayou. J'ai défendu mon point de vue. Je les ai expliqués. À l'époque, si nous voulons les élections, en tout cas, il faut nous servir de l'expérience sénégalaise. Et cette expérience voulait que, à l'époque, les gens ne voulaient pas que Ouad puisse se représenter pour la 3e fois. Mais Ouad a commencé à faire des dérives, mais ils sont arrivés à un compromis en disant, mais nous disons que Ouad n'est plus accepté par la population, donnons la parole à la population. Mais ici, pour nous, M17, nous disons, ne donnons pas encore la parole à la population, mais donnons d'abord la parole pour réformer la Constitution. On donne la parole à qui, là, maintenant là? Si on ne donne pas la parole à la population. On ne peut pas aller aux élections dans les conditions actuelles sans qu'il n'y ait pas de réformes constitutionnelles, sans qu'il n'y ait pas de réformes de la loi électorale. Pour nous, M17, nous voulons la décentralisation. Parce que c'est au niveau de la compilation des résultats que les choses se gâtent. Et nous voulons qu'on puisse décentraliser les décisions de publication des résultats. Ça veut dire chaque circonscription électorale proclame ses résultats et en assume la responsabilité pénale lorsqu'il y a des cas de fraude. Et à ce moment-là, on n'aura pas à 100% les résultats, mais en tout cas à 80 ou à 90%, nous aurons réellement les résultats tels que l'a voulu la population. C'est ça. Ça veut dire pour nous, il faut réformer ce qui est beaucoup plus prioritaire pour l'M17, c'est comment avoir une CENI réellement indépendante. J'ai toujours dit que la société civile a organisé 2 fois les élections au Congo et ils n'ont pas été à la hauteur des résultats. Ça veut dire, en 2006, nous avons vécu la guerre entre Malo. Ici, il y avait la garde de Jean-Pierre et la garde républicaine. Ouais. Avec les élections de Ngoï Mulunda, on a vécu ce qu'on a vécu ici au Kassai et partout. Donc, la majorité. Ces élections n'ont pas été bien organisées par la société civile. Il faudrait maintenant donner... Il faut donner à une force politique qui s'assigne. Ah bon? Comment être juge parti?
Oui, mais en Côte d'Ivoire, il y a une force politique qui a dirigé les élections. C'est vrai qu'il a été partisan pour aller proclamer les résultats au quartier général de son candidat, mais ce sont des choses que nous pouvons corriger au niveau du Congo en se servant de cette expérience-là. Donc, moi je crois que... Vous n'êtes pas d'avis avec ceux-là qui disent qu'il faudrait soit donner à la communauté internationale d'organiser les élections? Nous sommes un pays souverain. Il faut éviter des réformes qui nous amènent à la dépendance. Ces pays, la communauté internationale, ils ont des intérêts qui ne sont pas les intérêts du Congo ou des peuples congolais. Moi, je suis d'avis que les forces politiques puissent désigner un responsable politique ou un Congolais. Et nous avons des savants congolais qui ont des renommées internationales, qui ne peuvent pas accepter d'être inféodés à telle ou telle force politique. Mais nous ne voulons plus l'histoire de donner la gestion de la CENI, soit à l'église catholique, soit à l'église protestante, ou à un laïc ou quoi. Il faut que les forces politiques s'assient. Donc vous ne croyez pas à la CENI dirigée par Nanga de nous ramener de bonnes élections? Le problème n'est pas les noms de Nanga, le problème c'est que Nanga a quelle manœuvre d'autonomie ou d'indépendance vis-à-vis des forces politiques. C'est ça le problème. Donc nous voulons une CENI réellement autonome, financièrement, ça veut dire comme les institutions de la République, chacune des institutions, comme les parlements, ils ont milité pour avoir cette autonomie financière. Il faut que la CENI, sur le plan budgétaire, ait aussi cette autonomie d'abord financière sur les fonctionnements de son institution. Ça, c'est la première chose pour arriver à son indépendance réelle. Elle ne doit pas dépendre toujours du gouvernement. Pour vous? Oui, je crois qu'ils doivent être dotés de leur budget et de manière autonome. Alors, aujourd'hui, pour M17, avec ce calendrier électoral ou avec cette CENI, c'est difficile d'avoir les élections en 2018? Bon, moi, je ne crois pas aux élections crédibles. Vous pouvez avoir les élections, ça c'est une chose. À l'époque, nous avions encore dit ici, les élections improvisées, telles que nous l'avons vécu en 2011, nous avons les résultats. Nous avons eu... Mais c'était selon les délais constitutionnels, c'était pas improvisé, M. Augustin. Laisse-moi finir. Allez-y. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont été mal élus et qui vous disent aujourd'hui, nous ne pouvons pas partir de là parce que nous avons été élus et donc la Constitution dit qu'ils ne peuvent qu'être remplacés par les gens qui ont été élus, comme si ils ont été vraiment élus. Or, nous avons prouvé, nous, M17, que les parlements, que les gens peut-être qui les dirigent n'ont pas été très bien élus en 2011. Et nous en avons eu beaucoup de preuves. Il y a eu des coups de téléphone. Il y a eu des députés qui étaient sur les listes de certaines personnalités de la majorité qui n'ont pas été élus, mais qui ont été proclamés élus. Donc, ces gens aujourd'hui se font prévaloir qui sont les élus du peuple, alors qu'ils n'en ont pas été. C'est comme ça que nous, M17, nous avons toujours dit que nous étions favorables à une charte qui puisse mettre fin d'abord à des institutions qui n'ont pas réellement été élues, qui sont la source du conflit même. Parce que s'il y a eu ce conflit électoral, si on parle de dialogue, c'est que c'est une manière de reconnaître implicitement que les gens qui parlent au nom du peuple, la majorité n'ont pas été élus. Donc, à ce moment-là, on ne voit pas comment ces gens peuvent infiniment continuer à parler au nom du peuple pour lesquels ils n'ont pas été élus. Et comment nous pouvons toujours continuer à faire dépenser l'argent du trésor public pour les gens qui n'ont pas été élus. Donc, on était favorable à l'époque en proposant à d'autres forces politiques qu'il faut dissoudre les deux chambres. Parce que, par exemple, le Sénat aujourd'hui est hors mandat. Ça fait 2 mandats que les Sénats sont là. 10 ans. Plus de 10 ans. Ça fait 2 mandats. Ouais. Et on n'a jamais renouvelé. Il y a les assemblées provinciales. Ça fait aussi plus de 10 ans qu'ils sont là. Bon, il y a l'Assemblée nationale.
où nous disons qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas été élus, mais qui se sont retrouvés sur les listes de ceux qui dictaient leur volonté à la CENI et qui aujourd'hui ont été proclamés députés. Donc, ça ne sert à rien de garder ces institutions-là. Je suis toujours d'avis, pour raison de la stabilité des institutions, que nous ayons une transition, mais on ne peut pas faire une transition sans Kabila. Donc, une transition avec Kabila. On ne peut pas le faire pour des raisons de stabilité du pays. Ça veut dire ceux qui sont en train de prêcher cette transition sans Kabila, ils en savent les conséquences. Ça sera différent avec ce que nous avons vécu cette année? Moi, je suis d'avis pour qu'il y ait une transition de la manière que c'était sorti à l'Afrique du Sud, ce qu'on appelle l'accord de Sun City. Ça veut dire de nouvelles institutions et un nouvel ordre institutionnel. Kabila peut rester là, mais il peut partager sa gestion avec d'autres forces politiques. Mais revoir la Constitution? On doit suspendre cette Constitution pour élaborer une charte de la transition. On l'a fait au Burkina Faso et ils ont eu des élections. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont appelés à voter les lois pour accompagner les élections, ils ne sont pas pressés de le faire. Étant donné qu'il y a une disposition qui les couvre, constitutionnelle, ils disent, pour autant que ça dire, nous sommes là comme députés élus, mais parfois il y a des gens qui n'ont pas été élus. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut une charte de la transition pour aller réellement à ces élections. Donc une transition avec Kabila, mais sans le Parlement. Une transition avec Kabila, mais Kabila ne revoir pas le le Parlement. pouvoir dans la même charte. C'est ça l'option du M17. Ça veut dire une transition avec Kabila, mais Kabila ne pourra plus avoir les mêmes pouvoirs qu'il a. Mais il est là pour la stabilité du pays. Tout le monde peut tout dire, il faut qu'il y ait un élément fédérateur pour qu'il y ait cette stabilité. Et Kabila, c'est un élément fédérateur pour la stabilité pour le moment. Vous ne pensez pas que c'est lui qui serait la base de la crise actuelle? Il peut être, c'est ça ce qu'on appelle, tu sais, c'est la réelle politique. Aujourd'hui, je ne vois pas une force politique, parce que, et ça c'est l'erreur aussi de nos amis de l'opposition, qui prennent les forces de sécurité comme état des forces de sécurité de Kabila. C'est les forces de sécurité du pays. Et il faut que, cet entendement-là, il faut qu'on véhicule ça au niveau de la population pour leur dire, l'armée, la police, les services de sécurité, c'est pour vous. Il faut vous en approprier. Il faut vous en faire votre ami que votre ennemi. Ils ne sont pas là pour une personne. La personne passera, ils vont rester pour vous. Ils ne sont pas sous les ordres du président de la République. Ils peuvent être aujourd'hui sous les ordres du président de la République, comme une autre personne qui sera élue, ils seront sous les ordres de cette personne-là. Mais il ne faut pas que la personne qui vient, qui vous dit, bon, vous êtes l'armée de Kabila, quand j'arrive, et ils vont faire comme nous on a fait pour envoyer les gens vers les camps, vers Daliba Congo. Non, cette affaire est déjà finie, on a déjà fait le mixage, et il faut qu'on arrive à gérer ça de manière responsable. Donc, on ne peut pas continuellement à dire, c'est vrai que la police et l'armée parfois y répriment, nous n'approuvons pas ça. Mais nous disons tout simplement à l'armée, à la police, aux services spécialisés qui sont là pour le bon fonctionnement de l'appareil de l'État étatique. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui les symbolise aujourd'hui, mais nous devons accompagner cette personne-là pour dire, bon, pour la stabilité du pays, on fait une transition et on va donner la parole au peuple. À partir du moment que le peuple pourra se prononcer pour dire qu'on ne veut plus de Kabila à la tête du pays, à ce moment-là, et Kabila ou l'armée n'a plus à se mettre au dos la volonté du peuple pour lequel et ont prêté serment pour assurer leur sécurité et consorts. Alors aujourd'hui, M17 pense qu'une transition avec le président Joseph Kabila, contrairement à ce que propose le rassemblement, mais là nous sommes toujours dans la logique de l'accord de la Saint-Sylvestre. D'abord, nous, on n'est pas signataires de cet accord. Ça, c'est un. Vous n'avez pas même pris acte? Nous ne sommes pas signataires de cet accord. Nous n'avons jamais. Je crois que les médias qui nous ont suivis, nous avons toujours dit que cet accord n'allait pas amener une solution au pays. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas administrer les médicaments à quelqu'un qui souffre
de la malaria et vous lui donnez les médicaments des diarrhées. À quelqu'un qui a cette diarrhée, vous lui donnez les médicaments de la malaria. Donc, je ne critique, je suis moi-même catholique, mais j'ai dit, et j'ai même dit, même au curé de ma paroisse, à qui j'avais parlé en toute confidentialité, que c'est la première fois que le prince de l'Église, la deuxième fois, je lui ai dit, que l'Église a eu la responsabilité de mener des réformes pour amener les pays sur les rails, et malheureusement, ils n'ont jamais réussi. On a eu la conférence nationale souveraine. Ça s'est terminé à Quai des Poissons. Les changements attendus par notre peuple n'ont jamais été, ni été usés pour venir chasser Mobutu. On serait encore ici au Congo à voir un autre Mobutiste à la tête du pays. Ils ont eu l'accord qu'on appelle de la Saint-Sylvestre. L'accord du 31. Il ne faut pas parler de la Saint-Sylvestre, mon cher ami. Il faut respecter les saints. C'est l'accord du 31 décembre. Moi, je suis catholique et je respecte bien mon église. Mais cette fois-là, les princes de l'église n'ont pas trouvé une bonne solution d'écouter la population. Parce que les princes devraient se demander quelle était la volonté de la population. C'est d'avoir les élections. Est-ce que les chemins qu'ils avaient concordés dans leur accord nous amenaient vers les élections? J'avais dit non. Si cela a été respecté, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir les élections le 31 décembre? Le problème déjà, c'est qu'on lie l'accord aux individus. Si tel n'est pas le Premier ministre, l'accord n'est pas respecté. C'est pas ça. Les principes même de vouloir donner la primature au rassemblement. Je ne sais pas pourquoi. Mais si on arrive à créer des choses impersonnelles et à les faire respecter, je dis, dans l'acte de la transition que nous M17, on fait, en tout cas, le pouvoir de l'exécutif du président doit être diminué. Parce que si il y a aujourd'hui la crise économique, s'il y a aujourd'hui la résurgence des antivaleurs, lui, en tant que chef de l'administration, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'administration Joseph Kabila, qui est au tas de Premier ministre, qui est au tas de ministres, tout repose sur Joseph Kabila. Donc, il a promis aux gens d'envoyer les gens, les portes grandement ouvertes. Les portes n'ont jamais été ouvertes aux gestionnaires. Hein? Tout acte judiciaire aujourd'hui est payant. Tu ne peux rien faire, les huissiers là, pour qu'il aille exécuter quelque chose, toi, tu dois payer les huissiers, parce qu'il est mal payé. Donc, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il y ait un groupe d'individus qui se réunissent pour dire Monsieur Kabila, arrêtez là-bas, vous partez et nous mettons. Mais sur base de quels critères c'est la personne que nous allons remplacer à Kabila? Il sera désigné sur base de quoi? Respectons cet équilibre-là. Allons interroger les peuples. Voilà, nous avons obtenu quelque chose. Mettons un mécanisme pour que la CENI soit réellement autonome financièrement. C'est ça l'indépendance de la CENI. Si financièrement la CENI dépend du gouvernement, eh bien, la main de la personne qui donne est toujours au-dessus de la main de la personne qui reçoit. Donc, la CENI sera toujours inféodée au gouvernement. Vous le confirmez aussi que la CENI est inféodée au gouvernement, soit à ceux-là qui dirigent? Non, moi je dis, la CENI ne peut rien faire sans la volonté du gouvernement. Elle n'a pas cette autonomie financière qui peut lui donner l'autonomie d'action. Alors quand vous n'avez pas l'autonomie d'action, vous êtes foutu. C'est en sorte, n'allez pas me dire les choses que j'ai dit. La CENI actuelle n'a pas cette indépendance même financière vis-à-vis du gouvernement. Elle dépend totalement du gouvernement. Alors, dépendre financièrement totalement du gouvernement, c'est une sorte aussi d'inféodation. Alors, il faut qu'on arrive d'abord à résoudre ça pour la nouvelle CENI que nous voulons. Ça, c'est de un. Parce qu'il ne faut pas que les gens croient que si nous entrons au gouvernement,
et qu'on est déjà au gouvernement. Parce que c'est ça les problèmes. Les problèmes ici, les gens veulent être au gouvernement pour avoir les faveurs de la CENI tel que l'effet l'abbé l'a fait, parce qu'à l'époque, il y avait des forces pour lesquelles il y a eu des équilibres ici. Nous avons vu comment certaines personnalités européennes dont vous voulez, ils avaient joué pour les élections. Il y a des livres qui commencent à parler. Oui. Donc, nous ne voulons pas de cette CENI-là qui veut de manière un peu propre masquer la volonté, ça veut dire les résultats tels que voulus par la population. Donc, nous pensons que si nous voulons réellement la volonté, parce que les peuples, il faut voir comment ils se sont mobilisés pour avoir leur carte d'électeur. Donc, ils ont soif d'aller aux élections. Et je crois que nos amis de l'opposition ont compris ça. Parce que s'ils disaient qu'il faut que les gens boycottent l'avènement, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la CENI ici. Mais la population a répondu massivement. Donc, pour vous dire que la population veut les élections, ils veulent sanctionner. Même les opposants qui refusent aussi la CENI d'aujourd'hui se sont enrôlés. C'est ce que je t'ai dit, c'est qu'ils ont vu que même leur propre base a répondu positivement à l'enrôlement d'une CENI qu'ils ne voulaient pas. Il faut interpréter ça comme une volonté réelle de la population de vouloir aller aux élections. Alors, un leader doit maintenant savoir comment canaliser cette volonté populaire, que ça soit une réalité. Parce que les populations, ils en ont assez des habits. Donc, ils veulent sanctionner quelque chose. Mais comment arriver à faire en sorte que cette population arrive réellement à sanctionner les gens qui doivent sanctionner? Ils ne vont pas sanctionner les gens qui n'avaient pas la gestion quotidienne de la chose publique. Ils vont sanctionner effectivement les gens qui pendant autant d'années ont entretenu leur misère, ont entretenu les antivalaires au sommet de l'État. Mais ils doivent aussi analyser ceux-là qui veulent entrer. Est-ce qu'ils ont cette capacité de gestion? Vous savez, il y a parfois de votes sanctions. Je ne veux pas citer des pays ici. Il y a parfois de votes sanctions. Ça veut dire des gens qui votent, non pas sur base des programmes. Les gens qui votent parce qu'ils en ont assez. Ils disent d'abord, débarrassons-nous de ces groupes-là, que les autres viennent, on verra après. Aujourd'hui, vous quittez la majorité pour l'opposition. Vous devenez seul. Même la gestion que vous avez faite, même l'argent que vous avez amassé, les gens n'en parlent plus. Parce que vous avez quitté les diables vers les saints. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que les gens doivent expliquer à la population. C'est vrai qu'il a quitté Kabila, mais il était avec Kabila dans la gestion qu'il est en train de créer. Qu'est-ce que lui a pu faire? Aujourd'hui, je ne dis pas que je jette des fleurs sur la gestion de Matata, mais je vois s'il a eu à détourner de l'argent, mais il a fait quelque chose chez eux. Quand vous arrivez à Kindu, ce n'est plus le même Kindu que tu as connu. C'est quelque chose de bon. Bien qu'il ait construit une université, il y a déjà des questions qui se posent par rapport au financement. Oui, il a construit une université, c'est vrai, il n'a pas fait à l'extérieur. Je crois que cette université va former des Congolais. C'est déjà quelque chose de bien. Mais où est-ce qu'il a eu cet argent? C'est que les questions se posent. Ça, c'est les services de l'État qui doivent interroger M. Matata, où est-ce que tu as eu l'argent pour construire cette université? Ça, c'est autre chose. Mais l'acte en soi, moi, je l'approuve. Je dis, il faut faire quelque chose chez soi. Il faut imiter aujourd'hui tous les ministres européens, chaque week-end, chacun rentre dans sa séquence. Ouais. Donc, il a aménagé les rapports, il a fait des hôpitaux, des routes à Kindu. Quand il va, ce n'est pas la même ville. Je vais, par exemple, à l'Équateur, où les gens ont fait 32 ans du pouvoir, et avec lui qui a fait 5 ans, il n'y a pas photo. Donc, sur ce point-là, moi, je dis, c'est vrai qu'il a détourné, selon ce que les gens disent, mais j'ai dit qu'il a fait quelque chose d'utile pour montrer aux gens, j'étais au sommet de l'État, mais j'ai quand même canalisé beaucoup de programmes et de projets chez moi. Bien. Et c'est tout à fait normal. Quand on est élu, on a la volonté de faire développer chez soi. Alors,
qu'il ait eu ce courage de les faire publiquement, Bien. je ne peux pas les condamner. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Il y a peut-être une dernière question. Vous avez parlé de la réforme de l'État. Comment vous pensez y arriver? Comment faire en sorte que votre son soit écouté, votre proposition soit écoutée et l'imposer bien sûr à la classe politique? Moi, on n'impose rien. Mais vous, les médias, vous êtes les quatrièmes pouvoirs. Qu'est-ce que vous faites pour dire les deux groupes ont échoué? Les deux groupes, je vous ai commencé à dire depuis les concertations du Palais du Peuple. Ils ont formé et sorti un gouvernement. Il y a eu Kodjo et sorti un gouvernement. Il y a eu Senko et sorti un gouvernement. Et il y a aussi un troisième dialogue en vue. Oui, il peut y avoir un troisième dialogue si nous ne disons pas que nous détenons les monopoles de la raison, oui. Mais nous disons, nous avons depuis longtemps, avant qu'on arrive à l'échéance de 2016, nous avions proposé ça. Je vous ai cité l'émission des RFI, des Alain Foucault. J'ai donné notre proposition. Déjà, nous étions les premiers. D'ailleurs, l'opposition ne voulait même pas de dialogue. À l'époque, c'est nous qui avions dit, écoutez, nous devons dialoguer. Nous étions les premiers à commencer à appeler ces dialogues. Mais nous avions un agenda en nous. Nous l'avons même expliqué qu'il faut se servir de l'expérience sénégalaise. Aujourd'hui, Ouadé ne peut plus prétendre de quelque chose au Sénégal. Il a été bâti, ça veut dire les Sénégalais ont dit, Ouadé, arrête-vous là-bas. Il faut avoir confiance à la population. Il est difficile de corrompre plus de 40 ou 50 millions. Donc on peut même déverrouiller cet article qui limite le nombre de présidents à la tête du pays. Les M17, comme je vous ai dit depuis l'historique, nous, ce n'est pas aujourd'hui que nous ne voulons pas de cette constitution. Ça fait avant même les référendums pour approuver. Et je vous dis aussi que la propagande qui avait été faite ici, on disait, en votant oui, vous avez la paix. En votant non, oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Très bien. Hein? Et on avait cette exigence, et je ne vais pas citer des personnalités même de la communauté internationale qui disaient il faut aller vite aux élections, il faut faire ceci. Mais qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution? Quel est l'article qui vous dérange? Ici. Oui. Je vous ai dit, cet article fait référence au 30 juin, comme si l'État congolais a existé. Est-ce que ce sont ces articles-là qui viennent à la base de la crise d'aujourd'hui? Laisse-moi continuer. Allez-y. Laisse-moi continuer. Allez-y. Je vous dis, le Congo n'a pas existé qu'au 30 juin. Bien. Ça, c'est le fondamental même de l'existence d'un État. Lorsque vous vous référez à une date qui ne correspond pas à l'existence de cet État-là. Ça, c'est de 1. On vous dit que l'État exerce sa souveraineté de manière permanente sur l'étendue de la République. Mais il suffit qu'une partie des territoires échappe au contrôle de l'État. L'État a cessé d'exercer sa souveraineté. Et ça, ces propositions-là étaient venues de quel pays? Je ne sais pas, je ne saurais pas les citer. Mais nous avions dit qu'il y a eu, à l'époque des belligérants, qui ont imposé des clauses qui ne sont pas des réalités congolaises. Parce qu'il y a une loi qu'on appelle ici la loi Bakajika qui vous dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Les gens m'ont dit, ok, ce que vous dites est fondé, il faut d'abord que Kabila parte. Moi j'ai dit, ok, moi je n'ai pas un problème de Kabila. Moi le problème c'est les réformes que nous faisons, on ne les fait pas sur base d'un individu. On les fait pour la prospérité. Aussi, qu'est-ce que ces réformes doivent amener à mettre fin à cette crise? C'est ça aussi la question. Les réformes pour les M17. Par rapport à cette crise, parce que la population veut savoir. Les M17 on dit que nous sommes partisans des régimes parlementaires. Ça c'est de 1. Nous ne sommes pas partisans des régimes ni présidentiels ni semi-présidentiels. Ça c'est notre réforme que nous voulons dire à la population. Nous vous avons écouté
vous voulez de manière permanente exercer les contrôles à ceux qui gèrent le pays. Je vous ai dit ici que le président Kabila prend des décisions de la gestion du pays. Mais le président Kabila n'est pas responsable des actes qu'il pose ou des décisions qu'il prend. Donc, comment lui, président de la République, peut poser des actes et il ne répond pas? Parce que quand il fait les discours à la nation, la Constitution dit que ces discours n'appellent pas débat. Des débats, ouais. Donc, on ne peut pas critiquer les actes qu'il pose ou les réformer. C'est celle de cette population qui souffre également. Cette population qui souffre. Il faut demander à ceux qui soutiennent cette constitution, il faut leur demander, est-ce que c'est ça que la population veut? C'est pas nous. Nous ne la soutenons pas. Depuis, je te dis, depuis 2005. Allez demander aux gens. Pour mettre fin à la crise, puisque nous sommes à la fin, pour mettre fin à la crise, oui. Il ne faut pas conclure comme ça. Il ne faut pas chiter comme ça. Je vous ai dit, demandez à l'IDPS Tshisekedi. Demandez au Palou. Là, tout, on a compris, monsieur Augustin. Maintenant, pour vous, pour mettre fin à la crise, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Nous avons dit, la première des choses, il faut des élections non exclusives. Il faut réformer et il faut se servir de l'expérience sénégalaise. Ça veut dire que le peuple n'est pas dit. Donc on peut aller au troisième mandat, mais il faut laisser le peuple s'exprimer. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Je dis, nous, M17, nous. C'est ça l'expérience sénégalaise, je crois bien. Oui, l'expérience sénégalaise, selon les Sénégalais, ils ont dit tout le monde venait. Et ils croient à leur constitution. Nous, nous ne croyons pas à notre constitution. Nous voulons un régime parlementaire. Non, je suis clair sur ce point-là. Parce que les élections présidentielles, nous en avons idée et ça a créé des problèmes. Et nous n'en voulons plus ces élections-là. Parce que chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, il y a mort d'homme. Ça, c'est de 1. 2. La constitution actuelle au Congo et la volonté des belligérants. Je viens de vous donner des points. Nous en avons 15 que les experts de l'IM17 ont décelés dans la constitution actuelle. Et depuis 2005, nous avons toujours parlé de ça. Mais depuis 2005, on avait dit à notre population, surtout à l'Est, et je te dis que cette campagne a fait que l'Est du pays a voté Kabila à plus de 90%. Il faut vous demander, en 2011, il a été voté à combien de pourcents? Merci beaucoup pour cet entretien. Le public qui vous a suivi a compris votre pensée par rapport à la crise ou la situation qui ronge la République actuelle. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sous les ondes des Siloé TV.